Et comme de coutume chez nous, pas de longue présentation, d'autant plus que c'est l'auteur lui-même qui va se charger à la fois de se présenter et de nous expliquer pourquoi il est là, pourquoi le livre et pourquoi aussi le film. D'accord. Alors, le point de départ, c'est le film, avant le livre. Ah, c'est-à-dire que je suis réalisateur, donc je ne suis pas du tout écrivain, moi je suis réalisateur de films documentaires. Et si j'ai écrit un livre, c'est à la suite d'un film. Alors, comment est arrivé ce film? Donc, avec la fameuse question d'où vient cette histoire? Moi, jusqu'en 2006, je n'étais pas du tout au courant de cette histoire. C'est-à-dire, j'étais ignorant, comme la plupart d'entre nous, enfin d'entre vous maintenant. C'est-à-dire que c'était une histoire dont j'ignorais complètement l'existence. Et j'ai appris cette histoire parce que je faisais un autre film sur un autre massacre, qui était un massacre qui s'est passé au métro Charonne, ce qu'on appelle le massacre du métro Charonne, où il y a eu 9 morts dans une manifestation contre des attentats de l'Ouest, le 8 février 62. Donc je recherchais des témoins de cette manifestation et j'ai été très loin presque à la frontière espagnole, dans les Pyrénées-Orientales, dans un petit village dont je ne me souviens plus exactement le nom, mais j'ai rencontré un témoin dont j'avais eu ses coordonnées. J'étais en retard, fatigué, enfin bon, bref, voilà, les situations classiques quand on filme avec peu de moyens. Et je suis arrivé, j'étais bien accueilli par ce monsieur qui s'appelait Guy Poulain. Et avant de commencer sur Charonne, il me dit, mais j'étais dans une autre, je connais une autre manifestation qui a été réprimée sauvagement, il y a eu plein de morts, alors il disait des copains algériens qui étaient morts, il disait il y avait même un Français, etc. Et il a commencé à me raconter son histoire. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, non, ça y est, il va commencer à me raconter toute sa vie, je suis fatigué, j'arrive de loin, machin, etc. Je viens pour Charonne, il commence à me raconter autre chose, etc. Mais j'ai laissé son témoignage, et donc il me raconte un début, il a sauvé, il a aidé à ramasser des blessés pour les mettre dans une voiture et pour que ça ils partent à l'hôpital, etc. Et voilà, et puis il m'a dit c'était dramatique, voilà, etc. Et puis au bout d'un moment, enfin, j'ai pu commencer à l'interviewer sur Charonne, voilà. Et moi, dans ma tête, cette histoire, je l'ai complètement oubliée. Le jour, donc 4 ans plus tard, parce que c'était au tout début de ce film, qui m'a mis du temps lui aussi pour être réalisé, lors de la première de ce film, donc c'était en 2010, donc 4 ans après, donc en 2010 je fais la première de ce film qui s'appelle Mourir à Charonne, pourquoi ? Et j'invite à la fin de cette première des témoins et des historiens à débattre, etc., etc. Et à ce moment-là, pendant le débat, il y a Danielle Tartakovsky, qui est une écrivaine, on dit écrivaine ou écrivain? Enfin, peu importe, c'est pas important. Voilà, enfin, elle est historienne. En tous les cas, voilà, elle est historienne. Et elle a écrit des livres notamment sur les manifestations après-guerre, même d'avant-guerre, sur les manifestations parisiennes, etc. Et elle avait écrit un petit chapitre sur 1957 manifestation, du 14 juillet 53, et elle me dit, pendant le débat, elle me dit, Daniel, tu devrais faire un film sur le 14 juillet 1953. Elle rappelle brièvement ce qui s'était passé. Moi, tac, je me souviens du témoin d'avant. Et elle me dit, voilà, il faudrait que tu fasses... alors elle me dit un troisième film, parce que j'avais fait aussi un film sur la répression du 17 octobre 61 avant, donc elle me dit tu devrais faire un troisième film sur cette répression, etc. Et là, devant tout le monde, il y avait 200 personnes à peu près. Je lui ai dit non, c'est bon, j'étais en train de faire un autre film sur le harcèlement dans le travail. J'ai dit non, c'est bon, je ne veux pas devenir le spécialiste des massacres parisiens. Et donc évidemment, toute la salle s'est marrée, etc. Voilà. Et voilà, donc elle m'a parlé de ça, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête
4 mois après cette histoire, je ne sais pas ce qu'il y a eu, je me suis réveillé un matin, ça avait dû mûrir pendant 4 mois, et je me suis réveillé en me disant, mais cette histoire, les plus jeunes des témoins, ils doivent avoir 78, 76 ans, 80 ans, les plus jeunes. Je dis, mais s'il faut faire quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Et à partir de ce moment-là, j'ai mené une énorme enquête, essayant de récupérer le maximum d'informations. Après, ça a été une énorme enquête pour réaliser, qui m'a emmené en Algérie, qui m'a emmené en France. Dès que j'avais quelqu'un dont je connaissais l'information. Alors, j'ai été aidé par les trois... donc, le chapitre de Daniel Tartakovsky, qui avait fait quand même un chapitre important sur cette histoire, un livre de Maurice Rachefus qui est épuisé sur cette histoire, qui s'appelle Un 14 juillet sanglant, et le livre de Emmanuel Blanchard sur la police parisienne, les Algériens, où il y a plusieurs passages importants d'ailleurs sur cette histoire, etc. Et sur cette base, j'ai commencé à mener une enquête pour essayer de retrouver le maximum de témoins. Et alors, ce film m'a pris 4 ans, et j'ai petit à petit retrouvé des témoins, et du coup, j'en ai retrouvé plein, enfin pas mal, disons, dont plein, il y en a plusieurs qui sont décédés depuis. Ouais. C'est-à-dire, il y en a qui sont décédés 3 mois après. Voilà. Ouais. J'ai même retrouvé des policiers présents à cette... voilà, et je les ai filmés, etc., etc. Donc, voilà, j'ai fait ce film et il est sorti en 2014. Mais j'avais tellement accumulé d'informations au cours de ces 4 ans, et surtout, il n'y avait jamais eu de livre un peu complet, on va dire, parce qu'il y avait le livre de Maurice Rachefus, il était épuisé, les autres c'était des chapitres ou des passages importants, mais il n'y avait pas de livre fouillé. Et puis, il n'y avait aucun de ces, enfin, ou quasiment aucun de ces livres avait contacté des témoins algériens, qui étaient quand même, parce que cette répression, j'en parlerai après, c'était dirigé essentiellement contre les Algériens. Hein, c'était pas, voilà. Après, je parlerai de cette manifestation. Mais du coup, les témoins algériens, et moi, je les avais retrouvés. Et comme je le dis, je crois que je le dis dans le livre, je me suis retrouvé quelque part le dépositaire de cette histoire, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre. Voilà, j'ai écrit un livre sur cette histoire qui, parce que personne ne l'avait écrit vraiment. S'il existait, c'est pas mon métier, quoi. Voilà. Donc d'un seul coup, je suis devenu, à mon tour, écrivain, historien, puisque c'est un livre d'histoire. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, il va y avoir un deuxième livre sur le même sujet, parce que là, les éditions de la Découverte voulaient essentiellement un film d'histoire, donc avec des références, des notes, c'est un livre, il est très fouillé. Tout le monde me dit que c'est vraiment au niveau historique, il est béton, on va dire. Voilà, j'attends bien les critiques de l'extrême droite ou je sais pas qui par rapport à ça, ça me fera rien. Et donc c'est très fouillé. Mais j'avais aussi envie de raconter comment moi j'ai fait un film documentaire, parce que c'est mon métier, et je voulais raconter au grand public finalement comment c'est compliqué de faire un film documentaire déjà sur un sujet historique peu connu, mais alors quand c'est quasiment inconnu, et puis aller en Algérie alors que c'est pas mon pays, je connais pas la langue, avoir des autorisations de tournage, avoir, comment, et puis comment retrouver les archives alors qu'il n'y en a quasiment pas, tout ça, toutes ces histoires qui montrent comment un film comment on peut arriver à faire des films documentaires sur des sujets historiques, et c'est souvent très compliqué si on n'a pas les témoins à portée de la main, si l'histoire n'est pas en bas de chez soi, quoi. Voilà. Donc j'ai voulu raconter ça, et ce livre il va paraître probablement d'ici la fin de l'année. Donc voilà. Donc du coup je me suis retrouvé là-dedans. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 53 ? Voilà. Évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors jusqu'en 1953. Il y avait des défilés populaires en France sur les 14 juillet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a disparu de notre mémoire, mais il y avait des défilés populaires
C'est-à-dire que la gauche française, politique et syndicale, manifestait pour honorer la Révolution et ils défilaient sur leurs revendications, un peu comme un 1er mai. Et un peu comme un 1er mai, alors ça a commencé en 1935, évidemment ça s'est interrompu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et encore, il y a eu des manifestations les 14 juillet où il y a eu notamment il y a eu, comment il s'appelle, Yves Toudy qui a été tué, il y avait une manifestation le 14 juillet 1944 du côté de République, et Yves Toudy qui a été tué, qui était un leader syndical. Voilà, même y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des manifestations dites patriotiques de résistance. Et donc, après-guerre, rebelote, nouvelle manifestation pour honorer la Révolution française. Et progressivement, comme c'est la guerre froide, progressivement, c'est essentiellement le Parti communiste français qui défilait, CGT, Parti communiste français, et quelques mouvements, Secours populaire, enfin des mouvements comme ça, etc. autour. Voilà. Et à partir de 1950, le mouvement nationaliste algérien décide de défiler aux côtés, disons, des syndicalistes et militants politiques français, les 1er mai, mais aussi les 14 juillet. Donc, tous les 14 juillet, à partir de 1950, en fin de cortège, comme un peu aujourd'hui dans les 1er mai à Paris, on voit des Sri Lankais, on voit des Turcs, des Kurdes, voilà. Et bien là, il y avait ce qu'on a appelé à l'époque les Nord-Africains, puisqu'on les appelait comme ça à l'époque. Enfin, il y avait les nationalistes algériens, mais tout ça c'était avant le 1er novembre 1954, donc avant le déclenchement de la guerre d'Algérie. On parle du début des événements. Oui, on n'est pas la guerre d'Algérie ou la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et du coup, c'était le mouvement nationaliste qui s'appelait le MTLD. En fait, c'était le PPA, Parti du peuple algérien, qui était MTLD, c'est Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, qui était la façade légale, électorale du parti du peuple algérien, et qui défilait voilà, derrière, généralement, etc. En 1953, ce mouvement se développait de plus en plus, en France notamment, parce que l'immigration algérienne était importante. Hein, c'était le début, c'était la reconstruction à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la France avait besoin de main-d'œuvre. Évidemment, les Maghrébins, donc Algériens, Tunisiens et Marocains étaient appelés, mais surtout les Algériens, parce qu'à partir de 1947, il y avait l'Algérie était un territoire français. Officiellement, il y avait trois départements français, Oran, Alger et Constantine, avec des députés, etc. Les Algériens musulmans, pour la plupart, ils n'avaient pas les mêmes droits. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais officiellement, c'était, voilà. Oui, c'est important que tu précises tout ça pour les jeunes générations qui vont lire ton livre, parce que comprendre que c'est une immigration qui n'a rien à voir avec celle qui a lieu actuellement, depuis un certain temps. D'une part, c'était des Français. Oui. Deuxièmement, ils étaient appelés. C'est pas eux qui fuyaient leur pays ou pour quelque raison que ce soit. Si, parce que parce qu'il y avait des mais il y avait notamment dans certaines régions de Kabylie, etc. Il y avait une énorme pauvreté. Il y avait des problèmes terribles, et du coup. Une des solutions, comme aujourd'hui aussi, c'est d'essayer d'aller chercher un peu d'argent pour envoyer au bled. Oui, bien sûr, tu as raison de préciser tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que cette immigration était y compris sollicitée par les industriels et voire par les autorités françaises. Il y a les appels à la main-d'œuvre, les témoignages. Pour certaines générations, c'est quelque chose qui. Non, parce que dans les années 80, ça existe aussi. Donc ils le savent, les jeunes générations. En tout cas, ils jugeront eux-mêmes. Voilà. Enfin, en tous les cas, à ce moment-là,
voilà, il n'y avait pas de problème, il suffisait de s'inscrire, avoir 18 ans. Alors, il y a des témoignages de gens qui est extraordinaires, d'Algériens qui disent qu'on trafiquait, on avait 16 ans et demi, on trafiquait, on mettait qu'on avait 19 ans, et puis ils allaient bosser dans les usines, dans les mines, chez Citroën, chez Peugeot, enfin un peu partout, à Billancourt, voilà, à Renault. À Renault, à partir des années 50, ça devient, il y a vraiment beaucoup d'Algériens, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a une section du MTLD Renault importante, etc., etc. Mais tout ça, je parle avant le 1er novembre 54. Et il défile, et en 53, donc manifestation, parcours classique pour les Parisiens en tous les cas, hein, Bastille-Nation, alors là, pas plus classique. Il y a deux cortèges. Le cortège dit des Français ou métropolitains qui démarre, avec Marcel Cachin, avec Jacques Duclos, etc. Et le cortège des nationalistes algériens. Chose importante, c'est que ce cortège des nationalistes algériens est très très nombreux. C'est-à-dire, d'après tout ce que j'ai pu lire dans les archives, on peut les estimer à quasiment au moins un tiers de l'ensemble de la manifestation. Donc, je ne sais pas si vous voyez que l'importance de cette manifestation. Alors, ce n'est pas une grande manifestation, on parle de 15 à 20 000 manifestants en tout, mais les Algériens, ils sont entre 6 et 8 000, quoi, hein, voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment voilà, un gros bloc, on va dire. Et c'est d'autant plus remarqué qu'ils défilent sur deux aspects différents. C'est-à-dire que les Français, c'est un 14 juillet, voilà, c'est une fête. Hein, pour la plupart des Français, c'est une fête, etc. Donc c'est très festif, il y a des chants, il y a des danses, il y a, voilà, il y a le bonnet phrygien, il y a tout ça. Enfin, vous voyez un peu l'atmosphère 14 juillet, quoi. Or, les Algériens, à cette époque-là, c'est pas du tout ça. Ils défilent militairement, c'est-à-dire en rang, avec des mètres bien précis. Sur chaque côté, il y a le service d'ordre avec le brassard aux couleurs de l'Algérie, encadré comme ça, avec un service d'ordre devant, un service d'ordre derrière, et du service d'ordre derrière. Voilà, c'est presque militaire. Et ils font une grande impression, parce que, je ne sais pas si vous imaginez, donc voilà, un premier passage de gens, voilà, 14 juillet, puis d'un seul coup, un tiers. Donc c'est énorme, voilà, qui défile comme ça, etc. Alors, il y a dès le départ des provocations de la part de parachutistes à la Bastille. Il y a des parachutistes, puisqu'il y a le matin, le 14 juillet, il y a le matin, il y a le défilé militaire, donc il y a des parachutistes. Parce que là, on est l'après-midi, hein, c'est l'après-midi. Hein, le défilé populaire, c'est l'après-midi. Donc il y a des parachutistes, et il y a un groupe qui veut s'en prendre aux Algériens, aux manifestants. Mais ici, plus particulièrement les Algériens. Et très rapidement, il y a des affrontements. Mais comme ils ne sont pas très nombreux, ce groupe, on dit entre 50, 30, 50 par là, ils font des dégâts, mais très rapidement, services d'ordre algériens comme français répondent. Et, chose qui sera étonnante quand on saura la suite de l'histoire, tout de suite, là, les policiers interviennent et protègent les provocateurs, parachutistes, militaires, qui sont venus protéger, qui sont venus attaquer le cortège. Toujours. Même aujourd'hui. Voilà. Ouais. Mais on aurait pu imaginer qu'il les arrête comme provocateurs. Non, mais jamais. Non. Alors il les protège, et ils vont même jusqu'à les ramener, soit à l'hôpital, soit parce qu'il y en a qui ont pris quand même des coups dans la figure, hein, soit à l'hôpital, soit dans leur caserne. Voilà, pour la petite histoire. Alors pour la petite histoire, dans les archives, j'ai retrouvé un truc extraordinaire, qu'un des meneurs, on retrouve sa trace, et donc tout ça c'est marqué dans le livre, un des meneurs, il est reconnu par un gardien de la paix qui était à la manif du 14 juillet, et il était, à ce moment-là, il était en faction pour la commémoration en l'honneur du maréchal Pétain. Donc il y avait une messe en l'honneur du maréchal Pétain, et il reconnaît ce gars-là, qui se présente à lui, et il s'appelle Jacques Sidos. Et pour les gens qui connaissent un peu le milieu d'extrême droite, il y a un lien tout de suite, c'est
Jacques Sidos, c'est la famille Sidos. Et la famille Sidos, alors elle est connue pour deux choses. Le père, François, était un collaborationniste notoire. Il a été fusillé à la Libération. Et ce Jacques Sidos, comme les autres Sidos, ce sont les fondateurs du premier mouvement d'extrême droite française, qui s'appelait Jeunes Nations, qui était très actif après, notamment pendant la guerre d'Algérie, auprès de l'OAS, etc., etc. Et donc, ils ont toujours une vision nostalgique de non seulement de la grandeur de la France, mais carrément de la deuxième, enfin, du maréchal Pétain. Donc le circuit, voilà, on retrouve les mêmes, on va dire. Voilà. Voilà, la boucle est bouclée. En tous les cas, à part cette provocation qui est vite maîtrisée, on va dire, le défilé se passe très bien. Il n'y a pas de problème. On arrive jusqu'à... Le cortège français se disperse, place de la Nation. Les Algériens arrivent. Il y a une grande tribune. On salue les cortèges. Les Algériens sont même applaudis, etc. Et à ce moment-là, place de la Nation, la police, au moment où il y a la dispersion du cortège des Algériens, il pleut à ce moment-là, et la police parisienne charge le défilé pour enlever banderoles, drapeaux et pancartes, parce qu'il y avait le drapeau algérien, il y avait le portrait de Messaliadj, Messaliadj étant le leader du MTLD, du PPA-MTLD à l'époque, et voilà, Messaliadj était leur leader, et il y avait un grand portrait, etc., et les pancartes, etc., ils chargent. Et comme ils ne sont pas très nombreux, les policiers, et que les Algériens sont très déterminés, eh ben, ils ne cessent pas faire. Et donc, ils se tapent. Voilà. Et ça ne plaît pas aux policiers. Et c'est à ce moment-là qu'ils sortent leur revolver et ils commencent à tirer dans le tas. Et donc, il y a plusieurs va-et-vient entre l'affrontement, parce que ça dure un moment, enfin, ça dure en fait à peu près 20 à 25 minutes. Et dans les 20 à 25 minutes, on retrouve 7 morts, 6 Algériens et un Français qui s'appelle Maurice Lureau, qui est venu pour essayer de s'interposer entre les policiers et les Algériens en disant arrêtez de tirer, il s'est pris une balle en plein cœur, voilà. Et donc il y a 7 morts, et j'ai retrouvé la trace de au moins 48 blessés par balle, voire 50, voilà, blessés par balle. Tout ça en 20 minutes, donc un petit carnage. C'est-à-dire, poum, 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 on y a été joyeusement, la police parisienne y a été joyeusement. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc je développe, dans le livre, je développe tout ça, etc. Et je développe aussi ce qui s'est passé après. C'est-à-dire, après, il y a eu évidemment comment les blessés ont été ramenés dans les hôpitaux, comment il y a eu quelques débrayages, pas beaucoup, mais il y a eu quelques débrayages, donc je cite la liste des débrayages. Et puis après, il y a eu un meeting de protestation au Cirque d'Hiver, qui était assez important, mais c'était... Et puis après... Qui organise le meeting à la... Je pense que c'était le Secours Populaire ou le Mouvement de la Paix, je ne sais plus exactement qui est-ce qui a... Mais parce qu'il y a eu un comité du 14 juillet de préparation de cette manifestation qui était essentiellement communiste, mais plus ouvert avec... parce que, oui, dans la tribune, par exemple, il y avait l'abbé Pierre. Oui, voilà, il y avait des gens comme ça, des intellectuels de gauche, il y avait donc ils ont créé un comité, et c'est ce comité qui a organisé un peu. Mais bon, derrière, en tant que force, c'était le Parti communiste français. C'était la seule force dans les années 50, c'était la seule force réelle à ce moment-là, quoi, en tant que de masse, quoi. Et l'organisation politique qui était capable de réagir. Absolument. Il n'y a pas eu d'autres réactions de presse ou autres? Si. Alors, dans la presse, il y a eu des réactions, mais les réactions dans la presse s'étaient limitées, on va dire, essentiellement à, d'un côté, l'Humanité et le journal Libération, le Libération de l'époque de Dastier et de la Vigerie, et de l'autre côté, c'était tous les autres journaux. Donc, en gros, la police tire, de l'autre, les troupes de choc algériennes agressent sauvagement les policiers. Voilà. Et riposte des policiers, 7 morts.
Voilà, donc c'était clair, hein, il y avait deux. Et il y a Le Monde au milieu, qui a une attitude assez pourrie au début. Comme d'habitude. Voilà. Voilà. C'est pas moi qui dis. Hein, comment une attitude pourrie, puis petit à petit, il a quand même passé le fameux texte de Camus, etc., d'Albert Camus, qui est très bien ce texte, etc. Et du coup, voilà, ça a un peu évolué. Mais vous précisez que la libération de l'époque, comme tu dis, d'Dacier-Lévigerie, n'a absolument rien à voir avec celui qui va être mis en service. Voilà, mais le Libération, il y a eu aussi Franc-Tireur, qui a eu une position plutôt correcte. Mais bon, ça c'était des journaux, voilà. C'était des gaullistes ou des résistants. Ouais, voilà, et des gaullistes et des résistants. Non, mais il y avait pas beaucoup de gens qui l'achetaient. Voilà, en tant que finalement, c'était Libération. Enfin, c'est d'abord l'Humanité qui était lecture nombreuse, enfin d'abonnements ou de militants, et puis le Libération, voilà, Le Monde un petit peu, mais avec cette attitude ambiguë, et puis ce qu'on appelle la grande presse, c'est-à-dire François, l'Aurore, le Figaro, c'est-à-dire les grands journaux qui éditaient énorme, enfin c'était énorme hein, comme publication. Comme quoi rien n'a changé. Quoi. Et eux, c'était sauvage agression de la part des Algériens, des Nord-Africains, voilà, etc. Donc ça, c'était ce qu'il y a eu tout de suite après. Tout de suite après, il y a eu aussi à l'Assemblée nationale, il y a eu une tentative justement parce que le Parti communiste français et Dacier-Lévigerie, qui était député aussi, a essayé de faire une enquête parlementaire indépendante. Évidemment, le ministre de l'Intérieur est intervenu pour dire non. C'était qui à l'époque, le ministre de l'Intérieur ? Le ministre de l'Intérieur, c'était Martineau Desplat. Il n'est pas très connu, c'était un radical de gauche, un radical. Pas de gauche, et un radical pour moi de droite bien musclé hein, pour moi hein, voilà. Surtout qu'après il a eu des positions de pire en pire pendant la guerre d'Algérie notamment, etc. Et donc il y a eu ça, une tentative, et évidemment le ministre de l'Intérieur a essayé a réussi à ce qu'il n'y ait pas de commission d'enquête et qu'on fasse une enquête liée à un juge d'instruction dont je vous parlerai après, voilà, parce que là il y a eu une véritable manipulation d'État, et alors là je l'affirme. Enquête à charge. Voilà, une enquête à charge, non, mais parce que je développe beaucoup, parce que j'ai eu droit à consulter le dossier d'instruction. Et donc le dossier d'instruction, c'est... Alors là, raconte pas tout le livre quand même, il faudra que les gens l'achètent. Oui, mais là, en gros, il y a une manipulation, c'est-à-dire tous les témoignages des manifestants qui racontent que les policiers leur ont tiré dessus, voire tous les blessés, ils en ont rien à foutre. C'est pas clair, parce que les Algériens s'exprimaient mal, hein, voilà, donc c'était pas clair. Donc tout ça, c'était mis de côté. En revanche, tous les témoignages des policiers, alors c'est... voilà. Alors là, il s'appuie là-dessus, et il s'appuie sur une manipulation d'un jeune photographe qui était à l'Humanité, photographe bénévole, qui a pris 2 balles, mais lors de son interrogatoire, il raconte que à un moment donné, et ce qui est vrai, à un moment donné, comme ça, je vous ai expliqué qu'il y a eu affrontement entre la police à un moment donné, les Algériens ont coursé les policiers, et les policiers se sont enfuis. Donc il raconte ça. Il y a 2 pages de témoignages à charge contre la police, mais il y a une phrase où il dit... C'est celle-là qu'ils ont gardée. Oui, celle-là, le juge d'instruction, très démocrate, reprend cette phrase en disant... Monsieur Zlotnik, correspondant du journal L'Humanité, donc voilà, dit lui-même... Et on coupe le reste. Ah ben non, juste la phrase. Dit lui-même, à ce moment-là, les policiers étaient en train de reculer devant les charges des assaillants, ou je sais pas quoi. Ils ont été attaqués. Ils ont été attaqués. Légitime défense. Odieuse agression. Légitime défense, point final. Terminé, l'histoire est terminée, et ça s'est passé. Alors en plus... Ce jugement, le temps de l'instruction, s'est passé en fin 57, début 58, donc en pleine guerre d'Algérie. Donc voilà, fermez le banc, l'histoire terminée, les familles, on n'en a rien à foutre, enfin voilà. Alors, qu'est-ce que je peux raconter d'autre par rapport à ça ? Je vais prendre mes notes.
Qui était responsable de la police parisienne? Alors, la police, c'était pas Papon. Maurice Papon était à la préfecture, mais il était que secrétaire général, responsable des policiers et du service des contentieux. Voilà, il était... C'est en 62 que les laissés, on les jette dans la Seine. Oui, non, ça c'est en 61. C'est les ratonnades, oui. Oui, mais il est préfet de Paris à partir de 58. Donc là, il n'a pas encore été faire son devenir IGAM à Constantine et voilà, il est pas encore parce qu'IGAM en Algérie c'était l'équivalent de préfet et donc il part après, peu de temps après 50, je crois 54 ou 55, il part en Algérie faire ses armes et il revient en 58, voilà. Mais Bello est intéressant. Oui, c'est un personnage intéressant parce que c'est un Bello, ancien, c'est le préfet de police. Jean Bello, B-A-Y-L-O-T. Ouais. Il est intéressant dans la mesure où c'est un ancien résistant réel, mais plutôt socialisant, voilà, au départ en tous les cas, et il devient de plus en plus anticommuniste notoire et anti-algérien notoire. Un profil qui est devenu extrêmement courant. Voilà, et donc en tous les cas, lui, voilà, et il est très connu aussi parce que c'est lui qui a réintégré les policiers qui avaient été suspendus en 44 et 45 pour fait de collaboration. Et donc il réintègre une partie des policiers qui avaient été suspendus à ce moment-là au sein de la police avec leur grade et tout, etc. Et donc il est connu aussi pour ça. Voilà, voilà, c'est un drôle de résistant, on va dire. Un drôle de résistant, mais un pur jus socialiste, un modèle pour Valls. En tous les cas, c'est la même hérédité. En tous les cas, voilà, il est connu pour ça. Oui, lignée, hérédité. Alors. Je vous passe aussi le détail sur l'histoire des douilles dont je développe là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a surtout, j'ai interviewé 2 policiers. Donc j'ai retrouvé la trace de policiers. Donc, et ils témoignent. Et chose extraordinaire, c'est que, alors, les policiers, donc, pour la police comme pour la justice, on est en légitime défense. C'est-à-dire agression sauvage des Nord-Africains, on se défend, bon ben il y a cette mort, grosse malheur. Voilà, oui, voilà, grosse malheur, mais on n'y est pour rien, légitime défense. Or, ils disent que tous, ils ont tiré en l'air. Et, alors, sauf que moi j'ai des témoignages 60 ans après qui disent, ah non, on ne tirait pas en l'air, on tirait à l'horizontale. Et donc j'ai un témoignage, voilà, les 2 policiers disent non, on tirait sur. De toute façon, s'ils n'avaient pas tiré à l'horizontale, on ne voit pas comment il y aurait pu y avoir des blessés. Il y a le cocher, tu sais, ils expliquent dans le dos. Non, les gens manifestent dans les arbres. Les manifestations, ils sont dans les arbres, les manifestants. On leur tire dessus. Et puis c'est con parce qu'on veut faire. Voilà. Et alors, ils expliquent qu'il y avait 210 douilles qui avaient été tirés, donc, ce qui correspond à peu près, s'il y a 50 blessés par balle plus 7 morts, 210 douilles, on est dans on est à peu près dans la bonne statistique. Voilà, à mon avis, on n'est pas loin de la vérité là. Et ils disent que c'est eux qui les ont ramassés parce que l'analyse qui a été faite lors de l'instruction est que sur 16 douilles. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que parce qu'on sait avec les douilles et les balles, on peut arriver à deviner qui est-ce qui a tiré. Voilà. Donc scientifiquement, on y arrive, etc. Parce que chaque balle, chaque pistolet, machin, c'est numéroté, on donne. Enfin bon, bref. Et donc là, il y a un mec dont ces balles ont tué une personne, blessé un autre, et l'autre s'est retrouvé dans un magasin. Et on l'interroge. Alors c'est les policiers qui interrogent d'autres policiers. Et on lui dit, mais voilà, comment explique-toi, quoi, etc. Et il dit, c'est pas possible, c'est pas moi, parce que moi j'ai tiré qu'une balle et en l'air. Et le juge ne va pas insister. C'est-à-dire que c'est un mensonge obligatoire. Soit il a prêté son arme, ce qui est absolument interdit dans la police, à quelqu'un qui a tiré, soit il ment. Il n'y a pas d'autre solution, puisque ça vient de son pistolet.
eh ben, il n'y a pas de suite. Or, grâce au témoignage que j'ai retrouvé, les deux policiers même expliquent que eh ben, ils vont racheter des balles dans le commerce. Ils vont directement dans le commerce racheter des balles et ils remplissent leur chargeur pour dire qu'ils n'ont pas tiré. Comme leur service ramasse les douilles, il n'y a pas de traces. Et que les balles, balles, soit c'est dans les corps, soit ça a disparu, ça a fondu, je sais pas quoi. Du coup, il n'y a plus de traces. Et comme ils remettent les balles, ni vu ni connu. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que là, j'ai des témoignages de policiers qui disent, mais oui, les copains, ils allaient chercher, et ils donnent carrément le nom de la boutique, c'est Gastine Reinette, qui était place Franklin Roosevelt, aux Champs-Élysées, donc ils disaient, oui, on allait là. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu la manipulation, donc les manipulations, c'est la justice, le juge notamment, et c'est les policiers qui affirment, alors en masse, que les Algériens avaient des revolvers, ils nous tiraient dessus, voilà, voilà, alors qu'il n'y a aucun policier qui a été blessé. Si, il y a eu des policiers qui ont été blessés, mais non, ouais, il y en a il y en a 4 qui ont été sérieusement amochés. Hein. Oui. Parce que la riposte était assez forte quand même. Hein. C'est-à-dire que quand à un moment ils ont chargé, parce que les Algériens, malgré qu'ils avaient des morts, ont chargé les policiers, malgré qu'ils avaient déjà eu des morts, ont chargé donc avec une espèce de haine terrible, on leur tire dessus, ils y ont quand même été, et ils ont été jusqu'à brûler un quart et une voiture de police, quoi. Donc voilà, ça a été... et les autres, ils ont tiré après, ils sont revenus, ils ont tiré... L'Algérien est très chatouilleux. Oui. Oui. Le chose le plus frappante, et on est parti de ça dans ta présentation, c'est ce que disait Agathe aussi, c'est que ça a été quasiment totalement occulté de toutes les mémoires. Parce que c'est quand même des faits plus que spectaculaires. Quoi. Absolument, mais ça n'arrivait pas tous les jours. Je vais arriver pour les explications. Je finis sur deux choses par rapport aux conséquences. Donc voilà le décor. Les conséquences, ça a été de plusieurs types. D'abord, du côté de la police, ils en ont profité pour mieux armer la police. Il faut le savoir. Et ils ont créé 2 organismes. Des brigades d'intervention, ou de district, c'est-à-dire avant on faisait un appel dans des manifestations de rue, on faisait appel au commissariat, aux volontaires. Là, ils vont créer des brigades spéciales qui vont s'illustrer notamment le 17 octobre et à Charonne, c'est-à-dire des gens volontaires, mais qu'on crée une brigade spéciale d'intervention. C'est-à-dire on les arme, on les entraîne, etc., etc. Voilà, donc on va se servir. Enfin, une des conséquences, c'est on va tirer les enseignements. On tire des enseignements très voilà. Et le deuxième, c'est de créer une brigade des agressions et de violences qui va se spécialiser dans parce que à l'époque, dans la presse, le racisme fait que les Algériens, les Nord-Africains sont considérés comme des gangsters, des truands, et sèment la pègre, notamment la nuit, ça devient impossible à Paris, etc. Et donc la police va créer un organisme spécial pour contrôler les cafés, les cafés, les hôtels, les quartiers où il y a beaucoup d'Algériens, etc., etc. Et uniquement pour les ficher, parce que du coup, donc il y a des espèces de rafles de surveillance qu'on va retrouver bien plus tard, par la suite, etc., où ça devient carrément, alors vous imaginez à Barbès, alors cette pratique après, pendant la guerre d'Algérie, elle va se démultiplier évidemment, et puis etc. d'ailleurs le président a récemment dit que les harceleurs étaient plutôt en banlieue, donc plutôt étrangers. Donc c'est vrai qu'on sait très bien que les harceleurs sont en banlieue. Non, mais les harceleurs de dames. À Paris, les harceleurs de dames, les harceleurs de dames sont en banlieue. Je croyais qu'ils étaient à Hollywood. Non, ils sont en banlieue. Ils sont en banlieue. C'est Macron qui a dit pour cacher le scandale de Hollywood. Alors les 2 autres choses étonnantes. Il y a une chose étonnante qui est à la suite de ça aussi, c'est pour la France, c'est après ça, il n'y aura plus de défilé du 14 juillet 53. Ça, voilà, il n'y aura plus ça, parce que
on croit que c'est une autorisation, enfin que c'est normal, or en fait il faut toujours demander l'autorisation. Et l'autorisation est plus ou moins acceptée, etc., en fonction des habitudes, etc. Mais normalement il faut toujours demander une autorisation. Et chose étonnante, c'est qu'il n'y aura plus de défilé du 1er mai non plus. C'est-à-dire qu'à partir du 1er mai 54, il n'y aura plus de défilé du 1er mai 54, il y aura un rassemblement à Vincennes, au bois de Vincennes. D'ailleurs, j'ai vu récemment une photo où on voyait les militants du MTLD avec en mémoire de nos morts, etc., etc. Et donc ça vient du 1er mai 54 au bois de Vincennes, voilà. Et donc il n'y a plus du tout de défilé jusqu'en 68. C'est-à-dire que ça a disparu, donc voilà. L'interdiction fait, enfin la non-autorisation de défilé fait qu'il n'y aura que des rassemblements jusqu'en 68. Voilà. Et enfin, surtout, là, alors, les conséquences de ça, c'est ce que disent beaucoup de témoins, notamment algériens, qui étaient au MTLD à l'époque, mais qui sont après, pour une grande part, sont passés au FLN. Ça a été le déclic pour l'insurrection armée. Pourquoi? Parce que plusieurs témoins disent on était là, on manifestait finalement nos revendications à l'époque. Le mouvement nationaliste algérien, c'était essayer d'avoir une égalité. Or, si simplement Une égalité de statut, égalité de traitement avec les autres Français, etc., etc. Donc voilà, tout. À partir du moment où, pendant une manifestation pacifique, on nous tire dessus, on nous tue, ben ça veut dire que à ce moment-là, ça a donné des arguments, parce que le MTLD de Messali Hadj, à ce moment-là, en 1953, était divisé. Il y avait plusieurs tendances. Alors, il y avait les centralistes, les messalistes, le Messali Hadj, et il y a eu la troisième tendance qui a créé le FLN, hein, avec notamment des cadres de l'organisation spéciale, organisation paramilitaire du Parti du peuple algérien, etc. Et cette idée de passer à l'action armée pour essayer d'obtenir l'indépendance de l'Algérie, ben, ça a été en partie donné aussi. Il y a eu évidemment Sétif, Guelma et la répression sauvage de 1945, mais là on est en 1953. Ça a donné des arguments au courant qui voulait passer à l'action armée en disant mais alors si on nous tire dessus dans les manifestations pacifiques, ben allons-y. Et du coup, il y a tout un courant du pas tous, hein, mais tout un courant du nationalisme qui a rapidement basculé vers la lutte armée. Et dès qu'il y a eu les attentats, le déclenchement de la guerre d'indépendance algérienne du 1er novembre 1954, qui est donc un an et quelques mois après, du coup, bah, tous les militants qui étaient là, bah, petit à petit, ils ont rejoint le FLN. Certains très rapidement, d'autres le temps de comprendre que c'était pas Messali Hadj qui avait déclenché le mouvement parce que et que c'était les autres du FLN, voilà, le temps qu'on comprenne ça, etc. Voilà. Et donc ça a été ce que dit des témoins algériens, ils disent c'était comme un déclic pour passer à la lutte armée. Voilà. Donc ça c'est une des conséquences directes de cette manifestation. Alors maintenant pour finir, l'oubli. Alors l'oubli. Par rapport à on va commencer par rapport aux Algériens. Le mouvement, donc, il est complètement divisé. L'histoire, donc, il y a eu la guerre d'indépendance, et cette mort sur les milliers de morts pendant la guerre qui est arrivée finalement tout de suite après, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, des morts à honorer, à se souvenir, il y en a pas mal. D'autant plus que ce mouvement a été divisé, on parle de guerre fratricide, etc., entre les partisans de Messali Hadj, parce que la division, les différences qui ont eu lieu entre les partisans de Messali Hadj et le FLN, ça s'est terminé à coups de revolver. Oui. Et il y a eu beaucoup de morts. Oui. Du coup, au moment de l'indépendance, donc pendant la guerre, donc les 7 morts, ça ne faisait rien par rapport à tous les autres. Hein, et puis après,
le gouvernement qui est issu de la guerre d'Algérie, Ben Bella Boumedienne, réécrive l'histoire qui commence, elle, qu'à partir du 1er novembre 54. Ouais. Tout ce qu'il y a avant, alors un peu sétif voilà, pour l'histoire, mais à peine, mais tout ce qu'il y a avant, non. Et du coup, d'autant plus que, comme Messaliadj est devenu l'ennemi du FLN, en 53, tous les nationalistes algériens défilaient derrière le portrait de Messaliadj. Alors, d'autant plus que ces morts-là, ces 6 morts algériens, ils défilaient derrière le portrait de Messaliadj. Et en France. Donc ça, on l'a viré direct, voilà. Donc l'histoire, elle s'est pas écrite en Algérie par rapport à ça. Plus le fait que le mouvement nationaliste algérien en France a choisi le mauvais camp, enfin pas le camp de Ben Bella Boumedienne au moment de la libération, etc. Donc on n'a jamais exalté cette résistance des Algériens en France. Voilà, il n'y a que ces dernières années qu'on a commencé à en parler, etc. Donc pendant très 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 longtemps et jusqu'à aujourd'hui, en Algérie, on ne connaît pas l'existence de cette manifestation. Alors ça commence à venir, un peu grâce à moi d'ailleurs, mais ça remontait avec d'autres témoignages petit à petit, il y a eu 2-3 petites choses, etc. Et en France, alors pourquoi ça a été oublié? Alors en France, il faut savoir d'abord que ce n'était pas la guerre d'Algérie, il n'y avait pas de guerre en Algérie. Voilà. Les événements n'avaient pas commencé. Les événements n'avaient pas commencé, voilà. C'était la guerre d'Indochine. Donc, et en plus, c'était bientôt la fin de la guerre d'Indochine, puisque c'est, je crois que Dien Phu, c'est mai 54, hein, ou avril, je ne sais plus, enfin par là. Et donc, du coup, on était en pleine guerre d'Indochine, c'était ça qui mobilisait les gens à ce moment-là. D'ailleurs, pendant les manifestations du 14 juillet, on parlait beaucoup de la guerre d'Indochine, etc. D'autant plus qu'il y avait beaucoup de militants du Parti communiste français qui étaient inculpés pour démoralisation de l'armée, atteinte à la sûreté militaire. Il y a l'histoire de Henri Martin qui était arrêté depuis 1950. Il y avait plusieurs dirigeants du Parti communiste qui étaient interdits. Il y en a qui étaient en fuite, carrément, à l'étranger, d'autres en clandestinité. Enfin, il y avait eu... Voilà. Donc, il y avait ce truc-là. Et donc ça, c'était important dans la mémoire, etc. Ensuite, on peut dire que il y avait une nouvelle, c'est ce que développe Daniel Tartakovsky notamment, elle dit que le Parti communiste français a changé d'attitude, de ligne politique entre 52 et 53. Pourquoi ? Parce que en 52, il y a eu, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il y a eu les manifestations contre le général américain Ridgway. Le général américain Ridgway était le commandant de l'OTAN, donc américain, responsable de la Corée. On était en pleine guerre de Corée, qui s'est arrêtée d'ailleurs en 53, mais on était en pleine guerre à ce moment-là, et lui, il était responsable. On a dit qu'il avait lancé une guerre bactériologique, etc., ce qui était au fond pas vrai, mais bon, il avait fait... Ils ont quand même bien rasé. Ah non, mais attends, les Américains, ils ont fait... Ils ont rasé la Corée du Nord. Non, il y a eu des massacres terribles, etc. Peu importe, il y a eu des manifestations contre le général américain en 52 quand il est arrivé, et ces manifestations, toutes ces manifestations étaient violentes, très armées, etc. Et on a attribué, notamment Maurice Thorez, a attribué ces manifestations et ces violences en disant c'est pas possible, on est en train de s'isoler, il faut s'ouvrir, revenir à des formes plus moins agressives, etc. En attribuant ça à André Marty, qui était le numéro 2 à l'époque, mais qui était déjà sur la touche dans la rivalité avec Maurice Thorez. Bref, il décide de changer de ligne à partir de fin 52 en une ligne plus dite de masse et moins lutte de classe, on va dire, on va appeler ça comme ça. Ouais. Voilà, non mais voilà, une ligne de masse avec d'alliance avec les partis. Voilà, il y a des appels au Parti socialiste, de la SFIO de l'époque, ça s'appelait comme ça, des appels aux syndicats CFTC, de forces ouvrières, etc. Et du coup, cette manif, donc il change de ligne politique.
en virant André Marty, en le traitant de flic infiltré au sein du PC. Enfin bon, bref, je passe sur les détails de l'histoire du Parti communiste français. Et en tous les cas, il change de ligne. Or là, il y a d'un seul coup 7 morts. Donc ça gêne, voilà, comme dit Daniel Tartakovsky, ces morts-là, ce ne sont pas des drapeaux. Voilà, ils gênent par rapport à la nouvelle ligne. Donc on ne va pas en faire des grands martyrs, on va les inclure comme martyrs au sein de tous les membres du Parti communiste qui sont arrêtés, inquiétés, etc. Et donc ils deviennent des martyrs de la liberté au même titre que les militants donc, qui ont été arrêtés, etc. Ils étaient algériens, donc Alors, je vais arriver à ça, la dernière. Et donc du coup, voilà, on ne va pas en faire des tonnes. D'autant plus que dès le 4 août 53, voilà, au niveau d'histoire, hein, 14 juillet, 4 août, donc c'est 20 jours après, démarre la plus grande grève de la fonction publique, la grève d'août 53, avec des millions de grévistes, qui a paralysé toute la France, enfin paralysé, voilà, toute la France et plus rien, plus les trains, tout était arrêté, il n'y avait plus d'EDF, etc. Et ça a démarré avec les postiers de Force ouvrière à Bordeaux. Et donc, ça correspondait à la nouvelle ligne politique du Parti communiste français. Donc, les militants se sont engouffrés là-dedans, sur cette nouvelle ligne, voilà, qui, soi-disant, isolait moins le Parti communiste français, etc. Et donc, ces morts, hop, ils ont passé à la trappe. Et alors, j'en arrive à la fin. Je pense sincèrement qu'en plus de tout ça, il y a l'histoire de l'égalité de traitement entre Français et Algériens. Et je pense que ça pèse. C'est-à-dire que dans l'identification aux victimes, le fait que ça soit des gens qui sont différents, d'un autre pays. Des indigènes, à l'époque. Non, ils étaient français, musulmans d'Algérie. Mais bon, peu importe. Ils étaient quand même nord-africains pour l'époque, voilà. Et au fond, pour la plupart des Français, c'était des étrangers, même si l'Algérie était la France. Et du coup, je pense que l'identification, elle n'a pas du tout fonctionné comme elle a fonctionné pour Sharon, où là, la grande masse des gens ont vu des militants syndicaux semblables à eux, etc. Et donc, il y a eu, quand il y a eu Sharon, il y a eu 1 million de gens qui ont qui sont venus pour l'enterrement, etc., etc. J'en veux aussi, je le pense aussi parce que le 17 octobre 61, c'est 200 morts environ algériens, et la première manifestation d'opposition à ça a eu lieu le 31 octobre 61. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu dès le lendemain du monde, etc., voilà, qui a manifesté, etc. Et donc, je pense que là, dans ce qu'on peut appeler l'égalité de traitement, ou notre regard qu'on peut porter par rapport à des victimes, je pense que ça joue par rapport à la mémoire. Et du coup, cette histoire, elle a disparu de la mémoire à partir du 30 juillet 53. C'est-à-dire que concrètement, cette histoire dans la mémoire collective a disparu. C'est pour ça que vous n'êtes pas au courant. Pourquoi moi, jusqu'en 2006, malgré qu'il y ait eu un livre de Maurice Rachou en 2003, mais il y a eu quelques informations, etc. etc. Voilà en gros comment ça a disparu. Une des raisons, c'est ce que disait Emmanuel Blanchard, à juste titre. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait des porteurs de mémoire. S'il n'y a pas de porteurs de mémoire, c'est-à-dire s'il n'y a pas des gens, des mouvements qui honorent, commémorent, en parlent, etc., ben, l'information, une information chasse l'autre et on passe à autre chose. S'il n'y a jamais rien, ben, ça disparaît dans la mémoire, d'autant plus qu'à l'époque, finalement, il y avait un contrôle de la télévision et de la radio, il y avait un contrôle dans les journaux, puisque je vous ai raconté que la plupart des grands journaux... 53, il y avait surtout la radio quand même.
Oui, mais il y avait des contrôles. Ah oui, très. Non, mais les Radio contrôles, c'était soit la radio d'État, soit c'était des radios privées, mais ils en parlaient très très peu. Par exemple, moi j'ai vu sur 53, par exemple, j'ai vu les journaux télévisés, ils parlent même pas d'une répression. Ils parlent du défilé militaire aux Champs-Élysées, mais ils parlent pas qu'il y a eu des morts dans le journal télévisé, enfin les journaux télévisés. Et y compris, au mieux, il y a eu des incidents, au mieux. Mais c'est tout. Et le lendemain, tous les journaux, enfin dans les 3 jours qui ont suivi, tous les grands journaux n'en parlent plus du tout. Après l'enterrement du dernier du Français, on n'en parle plus du tout. Et dans les 2 journaux de gauche, L'Humanité et Libération, le dernier article date du 30 juillet 53, et après on n'en parle plus du tout. Mais c'est d'autant plus, c'est clair, mais moi je peux apporter un témoignage personnel, c'est que les ratonnades de 61, qui ont pourtant donné lieu à un film documentaire, elles, par contre, déjà à l'époque. Oui, oui. C'était interdit. Moi, ce film Interdit. Oui, mais je l'ai vu. Oui. J'étais à l'école de cinéma à cette époque-là, en 69. Et donc, pas en 61 évidemment, mais je l'ai vu justement en 69, c'est en 69 ou 70, à l'école de cinéma. Mais c'était complètement. Les ratonnades elles-mêmes, c'était complètement occulté. Personne n'était au courant. Bien sûr. Et pourtant, là, il y avait eu en plus un documentaire, il y avait quand même. Ça avait été relayé. Octobre à Paris. Etc. Et, Jacques Panigel. et le film, j'avais vu parce que j'étais dans ce contexte déjà. Le cinéma à l'époque, c'était ultra militant et politisé. Ça a bien changé depuis. Mais déjà, l'affaire des ratonnades était totalement occultée elle-même. Hein. Donc c'est encore moins surprenant ce que tu dis. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que cette histoire d'égalité de traitement ou de regard par rapport à l'autre, par rapport à une répression, il n'est pas, en tous les cas à l'époque, aujourd'hui voilà, on peut en discuter, mais à l'époque c'est clair que l'impact de ces morts, voilà. Et alors, quand j'ai interviewé les policiers, bon, moi, finalement, j'attendais un peu des gens un peu sur le remords, surtout il y en a un, mais il n'y a aucun remords. Enfin, ceux qui connaissent mon film, mais ils peuvent voir qu'il n'y a aucun remords. C'est-à-dire que celui-là que j'ai appelé le tueur, il dit qu'il a tiré à l'horizontale, lui aussi, et il a fait son boulot. Point. Alors, moi, quand il raconte, il dit, mais non, mais avec les pétards qu'on avait, ça trouvait un bonhomme. Des fois, ça trouvait un bonhomme, même un autre derrière. Et les premières rangées tombaient, puis après la deuxième, etc. Les caniveaux étaient rouges. Quand il raconte tout ça, il le raconte d'une manière. En face de lui, il n'a pas un humain, enfin, à mes yeux, en tous les cas, en face de lui, il n'a pas un humain comme lui. Oui, ben non. À mon avis, il n'a pas un humain comme lui. Mais Il a un indigène, un sous-homme, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a. Non, mais je ne sais pas ce qu'il a de fond. Mais en tous les cas, il n'a pas un égal de lui en face de lui. Parce que les mecs, ils n'avaient pas d'armes. Au mieux, ils avaient des bâtons. Au mieux. Donc, c'était quand même pas pareil. L'exposition. Tu vas retrouver ça dans le témoignage de Ossarès, par exemple. Oui. Oui, Ça va regret. donner ça, Oui, de toute manière. Lui, moi, on va me dire, c'est qu'il ne regrette rien. Ah bah non. Ben voilà, c'est ça. Mais lui, c'est pareil, il est persuadé Absolument. que c'est un indigène, c'est un sous-homme, et de toute façon, on le comprend très bien, même pas entre les lignes, hein, c'est le premier sens, hein. Il n'y a pas de sens caché hein, dans les propos d'Ossarès. Hein. Ouais. Et c'est pas loin de l'exposition coloniale. Oui. Début du siècle. Bah oui, exactement. Quand Oui, on bah, exposé les gens Oui, mais dans les eaux. Il y en avait une Bah en oui, c'est 31 vrai, aussi. bah, Il y tout à avait une fait, autre bah, exposition oui. en 31. oui, il y avait celle de... Oui, mais je veux dire, là, il faut quand même rappeler le contexte. Alors, une chose importante dans ton témoignage que je suis heureux qu'on va pouvoir diffuser, c'est que comme tu le soulignes toi-même, la seule force politique qu'on va retrouver partout, en dépit de tous les cafouillages que tu évoques et qui donnent lieu à d'innombrables polémiques dans lesquelles on va pas entrer, il n'y a que le Parti communiste en face de ça. Oui. Et on est en pleine guerre froide.
Alors c'est d'autant oui. plus d'actualité que la guerre J'ai pas- froide, j'ai elle pas- reprend actuellement. Hein. J'ai Et pas il n'y a plus de parlé communistes par contre. J'ai Du pas coup, parlé du contexte Oui. global, Oui. enfin j'ai parlé de Par la guerre contre- d'Indochine. par Et la contre, je guerre vous- d'Indochine, voilà, et la guerre de Corée, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout le monde a complètement oublié la guerre de Corée et ce qui s'y est passé, mais aujourd'hui, loin de défiler contre l'impérialisme américain pour soutenir les peuples en lutte au Vietnam ou ailleurs, on a quand même notre gauche de Médeux qui vient les traiter d'épouvantables totalitaires et autres, et c'est très bien que les Américains leur balancent des bombes en travers de la gueule, parce que c'est quand même ça qu'on a aujourd'hui. Il y a une absolue cécité sur cette problématique de la lutte contre l'impérialisme, qui était quand même à l'époque, en particulier par le Parti communiste, qui était à peu près le seul à le faire, en dépit, encore une fois, de toutes les contradictions qu'il traversait et autres. C'est quand même assez instructif par rapport à ce qu'on a aujourd'hui de voir les péripéties autrement plus violentes en plus, et nous concernant directement, qui avaient lieu sur notre propre territoire. Bon, cela dit, la guerre d'Algérie va susciter quand même, C'est-à-dire qu'à l'époque- quelques temps après, une l'époque, réaction en fait- massive en France. Ouais, non mais à l'époque, ce qui est D'hostilité. extraordinaire, c'est que d'abord, il y a le contexte de la guerre froide, c'est-à-dire l'Est contre l'Ouest. Oui. En gros, les Américains, dont la France est dedans, avec contre l'URSS et les pays du bloc de l'Est, etc. Et donc, c'est ça qui domine l'ensemble. Mais apparaît un autre phénomène, mais qui n'est pas encore complètement clair, parce qu'il y a justement la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine est dirigée par un communiste. Donc, soutien total du bloc de l'Est à Ho Chi Minh, etc., etc. Sauf que la guerre d'Algérie, ce n'étaient pas des communistes qui étaient à la tête, et du coup, c'est l'émergence ce qu'on a appelé le tiers-monde, avec la conférence de Bandung en 55, etc. Et d'un seul coup, le contexte casse un peu ce match des deux, et du coup ça pose des problèmes de politique à des mouvements communistes qui étaient plutôt du côté donc de soutien au peuple du tiers-monde, et du coup, notamment le Parti communiste, qui n'arrive pas à ce moment-là à dire OK pour une indépendance, parce qu'au départ, Oui, ils bah oui. refusent, Oui, oui. voilà, ils vont jusqu'à la compromission en votant les pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire les pouvoirs qu'on donne, que le Oui, gouvernement français... C'est quand même aussi des militants communistes qui vont aller participer au FLN, et y compris celui qui a oui. été guillotiné Ah bah, par bien sûr. l'inénarrable Mitterrand. Hein. Oui, oui. Faut peut-être Oui, pas oui. oublier ça non plus. Fernand Mais ça, Hifton. c'était après, effectivement. Mais Non, c'était après. non, oui, enfin c'était Un petit peu non, après. c'est en 57 qu'il est guillotiné. Oui, c'est ça. Non, oui, mais alors, je connais bien l'histoire de Fernand Hifton. Lui, le problème, c'est que le Parti communiste algérien s'oppose à la ligne du Parti communiste français. Et au sein du Parti communiste algérien, il y a en gros deux tendances. Il y a la tendance qui veut rejoindre le FLN et qui veut passer à l'action armée, et la tendance qui sait pas trop par rapport à justement Entre le pacifisme le grand frère, enfin le petit frère et le grand frère derrière, enfin voilà. Et donc il y a des luttes d'idées, etc. Mais comme ils sont interdits, du coup, voilà, c'est compliqué, etc. Dans la mort Et il y a d'Hifton, c'est une tendance qui décide de passer à la lutte armée. Il crée les compagnons enfin, il crée une structure paramilitaire qui va rejoindre le FLN. Voilà. Dont Fernand Hifton sera dans cette structure. Malheureusement, il va être arrêté et guillotiné. Enfin, Hifton, Dont le ministre de la Justice Voilà. était monsieur François Mitterrand. Qui refuse Sa grâce. Voilà. et qui va donc avoir le privilège d'avoir guillotiné le seul Français Voilà. pour motif politique. Mais ce qui est vrai dans le moment de tâtonnement, c'est que Hifton, justement, il incarne un peu ça, parce qu'il va aller placer une charge dans un endroit où il n'y a personne. Oui. Donc c'est le démarrage d'un truc un peu armé, et à la fois on ne veut pas faire trop de blessés. Il était encore dans cette ligne entre les deux. Non, il n'était pas. Non, parce qu'il était contre la volonté de faire des attentats aveugles qui tuent la population qui n'était pas responsable. Il était pour lutter contre des attentats ciblés. D'accord. Contrairement à une partie du FLN qui était plus dans l'attentat non ciblé pour terroriser, plus dans l'aspect terrorisme, même si il disait qu'il fallait provoquer, répondre à la violence aveugle par une autre violence aveugle, etc. Mais lui refusait ce truc-là, c'est pour ça qu'il a... normalement, ça devait...
Le problème, c'est que c'était une petite bombe, mais normalement, ça devait être voilà, faire exploser comme une usine Oui. à gaz. Voilà, donc ça devait faire du grabuge. L'idée, c'était de faire quand même un gros grabuge. Un gros grabuge, Voilà. mais sans victime. Il y a un autre truc. Sans il y a un victimes autre truc. civiles, notamment. Voilà. Il y a un autre truc, puisque tu évoques, et c'est très important, je pense, d'expliquer ça pour qu'on comprenne le contexte et l'évolution idéologique et des mentalités. Il y a une grosse différence, il y en a beaucoup, entre la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, mais un des éléments qui vont mobiliser rapidement contre la guerre d'Algérie, c'est que la guerre d'Indochine, c'était les professionnels, hein, c'était c'était Bah, c'est les appelés, après. mais après, ça va être les appelés. C'est-à-dire, ça va être, on va mobiliser le voisin, le petit frère, le cousin, qui va être envoyé au casse-pipe en Algérie. Avec cette position, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On y va, voilà, avec la position, est-ce qu'on déserte? On devient déserteur ou pas? Donc, Boris Vian. Ou on suit, avec cette idée, on suit pour pas se couper des masses, c'était un peu la vision du Parti communiste français. Du coup, il y a des militants communistes qui se sont retrouvés aux avant-postes, voilà, Ils ont trinqué, oui. voilà, ils ont trinqué avec des contradictions, enfin, j'imagine terribles. Moi, j'avais filmé un militant communiste qui m'avait dit, qu'il était revenu en permission un jour et donc il avait suivi comme ça, puisque voilà, c'était pas se couper des masses. Donc du coup, il a fait l'armée et il a été en Algérie et il a dit à sa mère, il dit, je veux pas mourir, voilà, mais sache que si je meurs, c'est les autres ont raison. C'est fort quand même. Il dit, sache que si je meurs, c'est les autres ont raison. Moi, mais vivre, d'être dans l'armée en pensant que ceux d'en face ont raison, ça doit être un peu compliqué à. Mais à la fois, c'est courageux. Enfin voilà. Ouais, Non, mais ça doit être compliqué à le vivre parce que voilà. Et Une du belle coup, honnêteté, alors, ouais. il dit qu'il a jamais tiré, voilà. Mais il m'a raconté des horreurs. Il m'a raconté des horreurs parce que voilà, la torture. Alors d'ailleurs, chose étonnante, c'est que la plupart des témoins que j'ai rencontrés, des témoins du MTLD de 53, donc une grande partie sont passés au FLN, et dedans, ça m'a été ma grande surprise, une grande partie d'entre eux ont été torturés. C'est-à-dire que cette torture, elle était vraiment systématique. Elle était systématique. Voilà. Mais c'est ce qu'a reconnu au SARES. Ouais. Ils se sont inspirés, les Américains, à Abu Ghraib. Ouais. Et alors, aussi, je parle, par rapport au contexte, je parle aussi de la répression d'une manière générale contre le MTLD, enfin contre les Algériens. Parce que je développe un petit peu, parce que il s'est passé quand même des choses assez étonnantes. Il y a deux choses qui, pour moi, enfin non, il y en a trois, je vais en citer trois. D'abord, il y a deux témoins qui ne se connaissent pas, algériens, qui me racontent la même chose, la même histoire. Il y a un meeting du MTLD qui est interdit au dernier moment, et la police, tout à l'heure on parlait des arrestations massives, ils opèrent une arrestation massive. Et quand je dis une arrestation massive, c'est 6000 selon les chiffres de la police. Enfin, je ne sais pas si vous voyez 6000 Algériens arrêtés, enfin Algériens ou tout, je ne sais pas comment, parce que tout type non, voilà, je sais pas. Voilà, oui. Voilà, donc ils arrêtent, voilà, donc oui, non mais là c'était un meeting, donc ils arrêtent en masse. Ils se mettent à côté des métros et ils arrêtent tout le monde qui arrive, tu vois. Donc celui qui est un peu basané, il y va avec. Et les deux témoins me racontent cette histoire incroyable, c'est qu'ils ont pris deux grands cars, je crois, énormes, ils ont bourré des Algériens, ils sont partis à plus de 150 km de Paris et ils les ont tous lâchés en pleine nuit. Et ils sont repartis, les flics sont partis, et ils ont lâché comme ça des Algériens en pleine forêt. Les Algériens, ils ne savaient même pas où aller, s'il fallait aller dans le nord, dans le sud, en pleine forêt. Et ils ont marché toute la nuit pour arriver à retrouver la sortie, parce qu'ils étaient complètement perdus en pleine forêt. Alors, je ne sais pas, à 150 km, c'est quoi? C'est soit les forêts de Fontainebleau. Non, à mon avis, c'est sans. Non, à mon avis, là, ils ont été jusqu'en Sologne ou des trucs comme ça. Ou alors dans le nord, là, au-dessus de Senlis, Beauvais, par là, non sais quoi. Enfin bon, bref, les mecs, ils ont marché toute la nuit pour trouver, et il n'y a qu'au petit matin qu'ils ont réussi à trouver une route
pour revenir. Alors, vous imaginez les conditions, bon, c'est horrible. Ouais. Voilà. Et c'est deux personnes qui ne se connaissent pas qui m'ont raconté la même histoire. Donc voilà, c'est là. Et alors, j'ai appris aussi, alors à travers les archives, mais à travers aussi les témoignages, que il y avait plusieurs manifestations, parce que Messa Liadj avait été arrêté en 52. Il est arrêté, il fait un meeting en Algérie. L'administration refuse de le faire, que sa voiture pénètre dans la ville. Les jeunes nationalistes veulent l'accueillir à la sortie de la ville pour rentrer un peu en force comme ça, parce que c'était juste un meeting. Voilà. Et cordon de policiers, jet de cailloux, les policiers tirent, 2 morts. 2 morts, et ils chopent Messa Liadj, et ils le prennent, ils l'emmènent en France, et ils le mettent dans résidence surveillée à Niort. Là-dessus, évidemment, c'était le leader. Le mouvement nationaliste algérien décide de manifester pour la libération de Messa Liadj. Oui, alors, en 1953, il manifestait surtout pour la libération de Messa Liadj. Oui. C'est en gros, voilà. Et là, il décide de manifester pour la libération de Messa Liadj, donc c'est en mai 1952. Et, chose incroyable, il se passe des manifestations avec des répressions terribles, mais terribles. Et il y a dans 3 endroits, au Havre, à Montbéliard et j'ai oublié le nom. C'est dans le livre. Oui, c'est dans le livre, voilà. Bon, j'ai oublié un 3e endroit, ça reviendra. Charleville-Mézières, voilà. Où la répression est telle qu'il y a 3 morts, un dans ces 3 villes. Et ça, c'est encore une histoire qui a disparu complètement de la mémoire. Il faut encore que tu fasses un film. Ah, voilà, il faudrait que je... Oui, mais alors, j'ai appris après, comme il y avait je vous ai parlé des grèves d'août 53, en fin août 53, il y a un chantier autour de la SNCF qui se mettait en grève du côté de Châlons en Champagne, là, par là, ou Chaumont. Je ne sais plus exactement. Enfin, c'est dans le livre. Dans le livre aussi. C'est dans le livre aussi. Et répression de la part de garde mobile ou de CRS, on ne sait pas trop. En tous les cas, une répression massive. Un policier tape sur un Algérien, comme par hasard, lui éclate la tête, il meurt. Voilà. Donc là aussi, encore un mort. En août 53, lui aussi qui a disparu de la mémoire. Et pourtant, il y a une photo dans le journal local de l'époque où on voit un cortège qui amène, parce qu'il est mort à l'hôpital, et de l'hôpital à la gare, il y a un cortège qui l'accompagne, parce qu'après il va aller à la mosquée de Paris, et de la mosquée de Paris il ira comme en Algérie, etc. Mais là aussi, il y a encore un autre mort. Voilà. Enfin, ça veut dire que la répression était très très forte, que je vous ai dit que Jean Bello, c'était un spécialiste anticommuniste, mais aussi anti-arabe, en tous les cas anti-algérien et anti-nationaliste algérien, ça c'est clair. Il y a une grande tradition socialiste, radicale et autres de ce genre de choses, et ils étaient d'ailleurs très présents, y compris pendant l'occupation. Et ça continue et encore, comme dit la chanson. Voilà, c'est ça, ça continue encore un peu. Donc voilà. Donc maintenant, si vous voulez des questions, je suis à... Il n'y a pas eu de film pendant ces événements. Plus personne n'a filmé alors. Non, il y a eu personne qui... Celui des ratonnades de 61, donc 8 ans plus tard, était interdit, comme il a rappelé. Oui, alors... Oui, non, mais... Et donc, en 53, c'est particulier qui aurait filmé ou parce qu'à l'époque. Non, parce que déjà il y avait très peu de caméras quand même en 53. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Non. Mais il y en avait. Mais bon, par exemple, je cite le. Il faut filmer sa famille, mais pas trop. Oui, voilà. Non, je cite quand même le témoignage d'un photographe du journal du Parisien Libéré, donc pas journal spécialement anti-police, qui se fait éclater la tête, casser son matériel, parce que il photographiait des Algériens en sang. Ce jour-là. Donc, je pense que... je pense que les gens qui filmaient, c'est pas comme avec notre portable aujourd'hui. D'abord, il fallait voir le matériel, et ensuite, il fallait voilà, parce que les policiers... caméras à l'époque.
Pas beaucoup. Je sais, oui, peut-être, je sais pas. Moi Je sais j'étais pas. là-dedans, je veux dire, Caméra c'était pas 900, très répandu. Caméra 9.5. Oui, mais attends, pour qu'un mec ait une caméra se retrouve. Oui, mais qu'il se retrouve sur place et qu'il fasse le Oui, mais truc, il fallait un gros T'as pas envie de te circonstance. faire tirer dessus, à mon avis, si t'as une caméra, tu la Non, mais il y plantes. aura, non, mais je veux dire, pas les gens qui étaient dans la manifestation, mais les gens qui regardaient Ouais, mais passer, tu qui te auraient souviens filmé. qu'à l'époque, les flics, enfin t'as peut-être connu ça chez certains de mes copains de milieu populaire, on disait les cognes. Oui. Tu te souviens de ça? Les Les gens ont un peu oublié ça, on les appelait les cognes. Hein, quand même, c'est pas pour rien. Non, mais les caméras 9.5, on faisait pas que ça coûtait, les bobines coûtaient cher. Oui, c'était très Il cher. fallait remonter à la main, Oui, on mais faisait c'était des pas plans très qui cher. duraient. Moi, j'ai vu les Ouais. Ça dure une 3 minute. minutes. parce que mon grand-père a fait avec une 9.5, c'était des petits bouts de plans comme ça. Parce Oui, que, c'est 10 mètres. oui, Non, mais je peux peut-être. Non, mais il y a peut-être une- Non, mais peut-être, mais Bon, je veux dire, mais bon, savoir. personne Oui, non, n'a mais suivi. c'est possible. Bon, Mais, pour mais l'instant, les où, appartements. enfin, je veux dire, comment, ouais. où ça traîne. Voilà, Enfin, si. voilà. Où elles ont Voilà, été si. saisies, où elles ont été Voilà, saisies aussi. Où elles ont été Allez, saisies. mais non, mais Bodarcy, Ouais. c'est marqué répression du 14 juillet, Non, archive unique. je Non. pense qu'il ne doit pas y Oh, avoir mais, grand-chose. Non, mais c'est ce qui est, c'est un des nombreux intérêts de tout ce qu'il nous a raconté qui est passionnant, c'est que quand même un truc aussi gros quand même, surtout quand on voit ce qu'aujourd'hui Le on monte nombre en de morts, en épingle, plus, hein, surtout. un truc aussi énorme que ça. Enfin, je parle pour moi, mais je pense qu'on était, même Agathe, là, qui est très concernée, le reconnaît. Je m'intéressais beaucoup à ces questions-là, pour les raisons entre autres que j'ai dites. Je ne connaissais pas du tout cette affaire-là. Hein, ça, Ah non, je le personne, reconnais, d'ailleurs, c'était. personne. Et j'ai fréquenté beaucoup des Toi milieux non plus, militants, Bruno. des. Toi non plus. Non, mais Jamais même moi, entendu. j'ai été même surpris de savoir que la gauche politique et syndicale manifestait les 14 juillet. Oui, Personnellement, oui, parce que j'étais c'est vrai, étonnant, ouais. puisque dans ma tête, moi, C'est ma le défilé génération, pour militaire, moi, bah c'est oui. c'est très nationaliste et très Oui, Tout à ça, fait. chauvin. Ça, Je voyais pas, quand on me l'a dit. Bon, alors oui, 36. Voilà. non, mais dans le milieu, pas dans- plus, oui, hein. mais ça c'est lié au contexte après la résistance, comme Oui, il ne faut pas oublier, oui, et à absolument. l'implication de ce qu'on appellera les gaulo-communistes, on va dire. Mais ça, culturellement, c'était acculturé, ça je savais ça. Mais par contre, l'affaire de 53, là, ces circonstances et la manière dont ça a été totalement occulté, alors que pour toutes les raisons que tu révèles, ça a évidemment un rôle clé, entre autres celui que tu as, qui est évidemment, ça ne fait aucun doute. On peut comprendre que ça a accéléré le déclenchement des fameux événements aussitôt après. Bah, je pense que Si ça on a se joué met là- en tous les cas. si on se met du point de vue des Parce que Algériens, on peut le Parce que comprendre. ça a fait Ça du léger boucan en disjoncteur, Algérie, parce que oui, je n'ai bah pas oui. raconté. Ouais. Quand les Corses sont arrivés, il y a eu des... Alors évidemment, du côté du gouvernement français, ils ont tout fait pour que les mecs se fassent enterrer la nuit. Enfin, en Algérie, la nuit discrètement. Mais le mouvement nationaliste algérien commençait à être fort. Ouais. Bah, Et donc ils ont le essayé de savaient. faire de faire le maximum Pour que ça se sache. pour que ça se sache. Ah oui. Et puis il y avait le journal Alger républicain qui était assez important à l'époque, c'est le journal qui en a le plus parlé en fait, hein, parce que il reléguait ce qui s'était passé en France et après il reléguait ce que n'a pas fait les journaux français, ce qui s'est passé en Algérie, parce que ça a déclenché des grèves, ça, voilà, autour des enterrements, il y a eu des tentatives d'intimidation, pression, etc. dans certains endroits, etc., quoi. Voilà. Donc je raconte aussi tout ça. C'est très intéressant. Passionnant. Oui, Ouais, oui. et ça- ça- On va te féliciter, te remercier. Bravo. Et ça va-